Cette nuit-là, un seul missile iranien a survolé Tel Aviv. Il ne transportait pas une ogive classique, il transportait un essaim. Des dizaines de sous-munitions qui se sont dispersées au-dessus de la ville comme une pluie de feu. Et ce missile, il ne coûte qu'une fraction de ce qu'Israël dépense pour tenter de s'en défendre. Aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi cette arme, interdite par une partie du monde, ignorée par l'autre, est en train de redessiner l'équilibre des forces au Moyen-Orient et pourquoi ceux qui l'interdisent sont souvent ceux qui l'utilisent. Bienvenue sur l'œil du conflit, votre source pour la géopolitique, la stratégie et l'analyse. Pour comprendre pourquoi cette arme change tout, il faut d'abord comprendre comment elle fonctionne. Une arme à sous-munitions, c'est un conteneur, missile, bombe ou obus, qui s'ouvre à une altitude prédéfinie et libère des dizaines, parfois des centaines de petites munitions appelées sous-munitions ou bombelettes. Chacune de ces sous-munitions est une arme à part entière, avec sa propre charge explosive, qui couvre une zone étendue. La logique est simple. Un missile classique frappe un point précis. Un missile à sous-munitions frappe une zone entière. En termes militaires, on parle de saturation de zone. Et c'est là que le calcul devient intéressant. Pour intercepter un missile classique, il faut un intercepteur, 1 contre 1. Mais pour intercepter un missile à sous-munitions qui se fragmente en 40 projectiles, il faudrait théoriquement 40 intercepteurs. Sauf que chaque intercepteur du dôme de fer coûte entre 40 000 et 100 000 $. Faites le calcul. Un seul missile à sous-munitions force l'adversaire à dépenser des millions pour se défendre, ou à ne pas se défendre du tout. Et c'est exactement ce qu'on a vu au-dessus de Tel Aviv. Le ciel était vide, pas d'interception. Les analystes parlent de mode économie de missiles côté israélien. En clair, le rapport coût-efficacité est tellement déséquilibré qu'Israël ne peut même plus se permettre d'essayer d'arrêter chaque tir. C'est ce qu'on appelle, en stratégie militaire, une arme asymétrique. Pas besoin d'avoir la plus grosse armée ou le plus gros budget. Il suffit d'avoir l'arme qui rend la défense adverse non viable économiquement. Et c'est précisément ce que l'Iran a compris. En 2008, 111 pays ont signé la Convention d'Oslo, un traité international qui interdit la production, le stockage et l'utilisation des armes à sous-munitions. Sur le papier, c'est une victoire du droit humanitaire international. En réalité, c'est l'un des plus grands exercices d'hypocrisie géopolitique de l'histoire moderne. Regardez bien qui n'a pas signé. Les États-Unis, Israël, la Russie, la Chine, l'Iran, l'Inde, le Pakistan, l'Arabie saoudite. Autrement dit, toutes les grandes puissances militaires de la planète. Toutes celles qui fabriquent, stockent et utilisent ces armes. Elles ont regardé les 111 pays signer l'interdiction, puis elles ont continué comme de rien n'était. Et ce n'est pas que théorique. Les États-Unis ont utilisé des sous-munitions au Vietnam, au Laos, en Irak, en Yougoslavie. Israël en a utilisé au Liban en 2006. La Russie en Ukraine. L'Arabie saoudite au Yémen, avec des munitions fournies par les États-Unis. Et en 2023, les États-Unis ont même fourni des sous-munitions à l'Ukraine pour combattre la Russie, le même type d'arme qu'ils condamnent quand elle est utilisée par d'autres. Vous comprenez le mécanisme ? L'Occident crée une norme internationale, il la fait signer par les petits pays, il refuse de la signer lui-même, et quand un adversaire utilise la même arme, il crie au crime de guerre. Ce n'est pas du droit international, c'est du rapport de force déguisé en morale. Et l'Iran dans tout ça ? L'Iran n'a jamais signé Oslo, et techniquement, il n'a violé aucun traité en utilisant des sous-munitions. Mais surtout, l'Iran a observé. Il a vu que les grandes puissances refusaient de s'interdire cette arme. Il en a tiré la conclusion logique, si eux la gardent, c'est qu'elle est efficace. Et si elle est efficace, nous devons la développer. Et on peut suivre la même logique pour le nucléaire. Pour comprendre la stratégie iranienne, il faut oublier la logique occidentale de la guerre. Les États-Unis et Israël pensent en termes de supériorité technologique absolue. Le meilleur avion, le meilleur radar, le meilleur missile de précision. L'Iran pense autrement. L'Iran pense en termes de coûts par dégâts infligés.
Le budget militaire américain est d'environ 900 milliards de dollars par an. Celui de l'Iran est estimé entre 25 et 30 milliards, un rapport de 1 à 30. Dans une guerre conventionnelle symétrique, l'Iran n'a aucune chance, mais l'Iran ne joue pas ce jeu-là. Un missile iranien à sous-munitions coûte, selon les estimations, quelques centaines de milliers de dollars. Pour l'intercepter, il faudrait des millions. Et quand l'Iran en tire un par nuit sur Tel Aviv, ce n'est pas pour détruire Israël, c'est pour le saigner économiquement. Chaque tir force l'adversaire à choisir, dépenser des millions pour intercepter ou encaisser le coup. C'est la définition même de la guerre asymétrique. Et le résultat, après 3 semaines de bombardements massifs des États-Unis et d'Israël sur l'Iran, est là. L'Iran tire toujours. L'amiral Cooper de l'US Navy dit que les tirs iraniens sont passés de salves massives à 1 ou 2 à la fois et parle de désespoir. Mais regardons les faits froidement. 1 ou 2 missiles à sous-munitions par nuit sur Tel Aviv sans aucune interception, ce n'est pas du désespoir, c'est de l'économie de guerre. L'Iran dépense peu, Israël ne peut pas se défendre et les bases américaines dans le Golfe brûlent. Pendant que l'amiral Cooper annonce 140 navires iraniens coulés, l'Iran a détruit des infrastructures américaines qui ont coûté des milliers de milliards sur 30 ans. Un radar à 1 milliard de dollars neutralisé par un seul missile. Ce n'est plus une question de qui a la plus grosse armée, c'est une question de qui dépense le moins pour infliger le plus de dégâts. Et sur ce terrain-là, l'Iran est en train de donner une leçon au monde entier. Interdit de nucléaire par la communauté internationale, sous sanction depuis des décennies, privé d'accès aux technologies occidentales, l'Iran a fait ce que font tous les pays acculés. Il a développé l'arme que son adversaire ne peut pas contrer économiquement. Les sous-munitions ne sont pas l'arme des faibles par hasard, elles sont l'arme des faibles par design. Et aujourd'hui, c'est cette arme du pauvre qui met en échec les systèmes de défense les plus chers de l'histoire. Il y a une leçon stratégique dans cette guerre que personne dans les capitales occidentales ne veut entendre. Vous ne pouvez pas créer un système international à 2 vitesses où vous vous gardez le droit d'utiliser les armes les plus destructrices tout en les interdisant aux autres et espérer que cela tienne indéfiniment. L'Iran n'a pas inventé les sous-munitions. Ce sont les grandes puissances qui les ont perfectionnées, utilisées, exportées et refusé de les interdire. L'Iran a simplement appliqué la leçon qu'elles lui ont enseignée. Dans ce monde, la force prime sur le droit. Et l'arme la plus dangereuse n'est pas celle qui coûte le plus cher, c'est celle que l'autre ne peut pas arrêter. La Convention d'Oslo a 18 ans. Elle a été signée par 111 pays. Et elle n'a pas empêché un seul missile à sous-munitions de tomber. Ni en Syrie, ni en Ukraine, ni au Yémen, et certainement pas au-dessus de Tel Aviv. Parce qu'un traité que les grandes puissances ne signent pas n'est pas un traité. C'est une déclaration d'intention. Et les déclarations d'intention n'arrêtent pas les missiles. L'équilibre des forces au Moyen-Orient a changé. Pas par la diplomatie, pas par le droit international, mais par une arme que tout le monde connaît, que personne n'a réussi à interdire et que l'Iran a transformée en arme stratégique. Bienvenue dans la nouvelle réalité de la guerre. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche. Partagez cette vidéo, la formation c'est la première arme. Et dites-nous en commentaire, est-ce que les sous-munitions vont forcer l'Occident à changer de stratégie au Moyen-Orient ? On lit tout.